coup, je m'appelle Paul-Guillaume Desjardins, je suis développeur full stack chez Xebia depuis un peu plus de 6 mois maintenant. Principalement sur des techno JavaScript, puisque je fais quasiment que du Node et du front, principalement du React. Du coup, voilà. Donc c'est vrai que depuis les premières sessions, on a montré pas mal de fonctionnalités de ES6, mais on n'a pas présenté ES6. Du coup, ouais, parce qu'on avait choisi de faire une certaine organisation et on ne pouvait pas le mettre avant. Du coup là, ce soir, je vais maintenant vous présenter ES6, qu'il faut maintenant appeler ES 2015, puisque ECMA, qui s'occupe donc de la version, enfin de la publication des RFC de JavaScript, a enfin décidé de sortir une version par an. Du coup, il y aura une RFC tous les mois de mars de chaque année, avec des nouvelles, des nouveautés pour JavaScript. Donc, on va enfin pouvoir évoluer un peu plus rapidement qu'avant. Et d'où le nom de ES 2015, puisque la RFC est sortie en mars 2015 pour cette version-là et elle a été ratifiée en juin 2015. Du coup, je vais vous faire un peu d'histoire pour commencer, parce qu'on aime toujours ça. Du coup, JavaScript. Le début, c'était en mai 95 avec Netscape qui a sorti la première version de JavaScript qui n'était pas encore une version officielle, puisqu'elle a été officialisée en juin 97 où ECMA donc, a sorti la première RFC. Et ça devient donc le langage officiel sur les navigateurs. Donc à l'époque, il n'y avait pas grand-chose, principalement Netscape, enfin Navigator. Et en décembre 99, IE supporte officiellement avec ES3, donc IE 4 à 8. Donc voilà. Très peu de nouveautés sur ES3 aussi, enfin, par rapport à ES1. Novembre 2005, un grand projet qui était ES4, qui était une collaboration entre Mozilla et Adobe, qui s'appelait le projet Tamarin, malheureusement abandonné, puisque trop de difficultés à coopérer entre les deux géants. Décembre 2009, ES5, donc là c'est la version, je pense qu'on connaît tous, c'est la version qui est utilisée avec Node.js, avec IE9. Par rapport à ES3, la principale nouveauté, c'était le bind des fonctions, puisqu'on ne pouvait pas faire de fonction, enfin le nom d'une fonction .bind des arguments. Donc c'était un peu problématique sur les navigateurs. Juin 2015, donc comme je disais, ES6 ou donc ES 2015, qui là apporte par contre beaucoup de nouveautés, puisqu'on a une refonte, une grosse refonte de l'écriture de JavaScript. Comme je vais vous montrer, donc avant on avait, si on voulait faire de l'héritage par exemple, il fallait faire du prototypage et tout, des choses un peu compliquées. Il fallait wrapper souvent les fonctions pour les auto-exécuter, maintenant il n'y a plus besoin. On arrive sur une version sur une façon d'écrire qui ressemble énormément aux autres langages tels que Java. Certains diront que c'est bien, puisque comme ça les gens qui viennent d'un autre univers peuvent facilement arriver sur JavaScript maintenant, alors qu'avant il fallait vraiment mettre les mains dans le cambouis pour comprendre toutes les subtilités du langage. Maintenant ce sera plus forcément nécessaire. Et comme dernière date, je vais vous donner ce mois-ci, avec la ratification en cours de ES7, donc, qui s'appellera ES 2016. Donc j'ai vérifié, c'était quand dimanche, c'était toujours pas ratifié, mais il y a toujours marqué en cours. Puisqu'ils ont commencé la ratification, si je dis pas de bêtises, il y a 1 semaine et demie, à peu près. Et donc, comme vous avez pu le voir, je vais revenir, là on est donc sur des navigateurs, enfin j'ai présenté juste IE9. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a ? Les navigateurs Evergreen, donc qu'est-ce que supportent à 90 à 98% des fonctionnalités ES 2015. Donc un navigateur Evergreen, c'est c'est tous les navigateurs qui, quand il y a des nouveautés, les supportent assez rapidement. Donc comme on dit, en fait, quand on voit les tableaux de support, si par exemple vous allez sur Can I Use, qui est un site assez répandu pour vérifier que le navigateur supporte une telle ou telle fonctionnalité. Souvent, ces navigateurs-là sont ouverts, d'où le nom de toujours vert.
sauf le nouvel IE qui je nommerai Safari, qui lui ne supporte que 53% des nouvelles fonctionnalités. Même Edge est loin au-dessus. Donc Edge qui est le nouveau IE, enfin le nouveau nom de Internet Explorer depuis Windows 10. Du côté de Node, on a la version LTS de Node 4 qui elle est à 50%. Ils rajoutent, étant donné qu'elle est, ils ne feront pas évoluer cette version sur des nouveautés majeures. Elle ne supportera certainement pas plus de couverture de S6. Node 5, qui elle n'est pas en version LTS, donc qui sera abandonnée à la fin, enfin qui sera plus supportée à la fin en décembre 2016 et à 56%, donc pas beaucoup plus. Par contre, la nouvelle version LTS qui est Node 6, qui est sortie il y a un peu moins d'un mois, je crois, et elle est à 80. Alors certains disent 93, d'autres disent 96%, donc j'ai préféré prendre la version basse, comme ça on est sûr qu'elle a tout ça. Donc à un peu plus de 90%, donc il y a un bon support. Et qui elle par contre, vu qu'elle évoluera, risque de comporter encore des ajouts qui devraient arriver dessus. Mais du coup, comment faire pour tous les navigateurs, donc Safari et les anciens IE, pour supporter, pour utiliser ES6, puisque bon, si on est obligé d'être sur les dernières versions de Chrome, je pense qu'il y a beaucoup de projets qui ne pourraient pas utiliser ES6, enfin ES 2015, pardon. Je vais essayer d'utiliser les bons mots. Du coup, comme vous avez pu le voir précédemment, Babel. Alors Babel, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, il transpile ES6, enfin ES 2015, j'aurais dû corriger, sauf une grosse fonctionnalité, enfin une fonctionnalité, mais qui n'est pas énormément utilisée, qui s'appelle les proxys, du coup que je présenterai pas dans mes slides, étant donné qu'on peut pas l'utiliser sur aucun navigateur. Donc, par contre, ça c'est la fonctionnalité, même les Evergreen ne la supportent pas. Donc on peut l'utiliser nulle part, donc je préfère pas la présenter. Et ça transpile aussi de l'ES7, même de l'ES8, vers de l'ES5, ou si on veut être sur des très vieux navigateurs, de l'ES3, c'est possible. Par contre, je ne m'aventurerai pas trop parce que je ne pense pas que c'est qu'ils regardent vraiment si ça supporte toujours les dernières nouveautés. Du coup, différents presets. Alors un preset, c'est, on va dire, je veux uniquement supporter les fonctionnalités ES 2015. Ben, je dis mon preset, c'est ES 2015. Je veux utiliser tout ce qui est en stage 0 actuellement. Donc c'est toutes les fonctionnalités ES7, ES8. Je peux le mettre. Après, en fait, pour expliquer ce qu'est un stage, c'est ECMA dit j'ai 4 niveaux dans mes RFC. Une fonctionnalité, pour qu'elle soit validée dans la RFC, ce qu'ils sont en train de faire, il faut que toutes les fonctionnalités aient passé les 4 étapes. Donc stage 3, stage 0 en premier, stage 1, stage 2, stage 3. Si elle est en stage 3, elle est ratifiée du moins dans la RFC. Enfin, elle peut être proposée dans la RFC du moins. Voilà, donc on a les différents stages, sachant que si on choisit le preset stage 0, ça va inclure stage 1, stage 2, stage 3. Donc ça va tout prendre. Ensuite, on a des plugins aussi. Donc je ne vais pas faire comme Antoine, vous expliquer ce qu'est un plugin. Du coup, je vais expliquer, si à moitié, mais je ne vais pas dire ça permet de charger les plugins. C'est juste qu'on a différents plugins. Donc si on souhaite, comme je l'ai dit juste avant, compiler vers de l'ES3, il faut lui dire. Donc on charge le plugin ES3, pareil vers ES5. Et ça peut se faire si on est très aventurier. C'est-à-dire, on prend par exemple, on se met en stage 0, du coup on a ES7, ES8, mais on veut que notre code soit transpilé en ES6, ES 2015 donc. On peut le choisir, on peut dire mon code de sortie c'est de l'ES 2015. Donc très peu de support actuellement, mais on peut le faire. Je pense que surtout ils l'ont choisi pour le futur, puisque étant donné que le standard est en train d'être vraiment ES 2015, puisqu'on voit les nouveaux navigateurs. Par la suite, on pourra choisir ES8, ES9 plus tard, le mettre en ES 2015 et pas forcément en ES5, pour quand même conserver de meilleures performances. Et donc, en pratique, fonctionne avec tout. IE9, ça par contre, c'est toujours supporté. Node, ça fonctionne par contre extrêmement bien. Bon, les Evergreen, je préfère le dire, mais il y a vraiment très peu de choses à supporter en plus.
et d'autres trucs, enfin d'autres fonctionnalités. Enfin, après je passerai pas, puis c'est des trucs style les tests et tout, mais là je le dis, voilà, je le dis là. Donc ça fonctionne avec tous les IDE. Si vous utilisez WebStorm, IntelliJ, Atom, Visual Studio Code, tous supportent ES6 maintenant. Et ils proposent d'utiliser Babel pour compiler automatiquement votre code. C'est pas ce qui est forcément, c'est pas le cas d'utilisation le plus répandu puisqu'on le fait souvent avec Webpack, JSPM ou même Gulp. Mais l'IDE peut s'en servir. Les tests, on peut écrire nos tests Mocha comme on a vu en ES6. Les runtime, tels que, alors il y a quoi en exemple, il y a, mince, j'ai oublié son nom, Electron, merci. Du coup, Electron, voilà, on peut utiliser Babel pour coder en ES6. Donc maintenant, je vais vous présenter les nouveautés qu'apporte ES 2015. Donc la première, qui est une très grosse nouveauté, le let et le const. Actuellement, enfin en ES5, quand on veut déclarer une variable, on fait var, le nom de ma variable, égale la valeur. Maintenant, on va faire let et const. Donc là, j'ai choisi un cas qui est présent sur Babel. J'ai réutilisé le cas qui est présenté sur Babel puisqu'il est assez tordu, où on a une fonction. Donc on voit déjà la première accolade, donc on rentre dans un scope. À l'intérieur, on rescope et on met un let. Donc là, notre let, lui, a une portée sur le scope et comme on peut voir les enfants. Parce que si là, donc je fais let x égale start. Du coup, si là, c'est vrai que là, je n'ai pas fait, mais j'aurais pu mettre un console log ici, on a x égale start. Ici, si je fais encore je crée un nouveau scope, du coup, je mets une accolade, je wrap mon code dedans, et si là, ici, je mets un console log, j'ai bien x qui vaut start. Par contre, la petite subtilité, étant donné on est dans un scope différent, donc là, lui, il rentre dedans, par contre, on peut, via le const, surcharger notre let. Alors, le let est l'équivalent du var, sauf au niveau des scopes, comme vous pouvez le voir, parce que là, on n'aurait pas pu le faire avec un var à l'époque. Le const, comme je vais le présenter après, est en fait, on dit que c'est le nouveau immutable en JavaScript, chose qui n'est pas totalement vraie, je vais vous l'expliquer après. Du coup, là, le const va écraser le let. Du coup, si là on fait un console log x, on va avoir maintenant la valeur sneaky, puisque le const x égale sneaky aura écrasé mon let. Par contre, voilà, si on fait après x égale foo, là je ne pourrai pas parce que mon x étant immutable au premier niveau, ne peut pas écraser la valeur d'avant. On sort de notre scope. Maintenant, je peux de nouveau réinitialiser mon x avec une nouvelle valeur parce que mon const, lui, a une portée que sur son scope, donc qui était ici. Donc là, on revient au niveau du let. Donc le let, lui, comme je disais, à peu près au niveau de l'initialisation, comme le nouveau var, enfin l'ancien var plutôt, pardon. Du coup, on peut initialiser nos variables. Par contre, on ne peut toujours pas, comme avec le var, refaire un let x, donc parce que la valeur est déjà déclarée avec une nouvelle valeur. Donc ça, c'est comme avant. Donc ça, le let, pas recommandé d'utiliser parce que on va dire les nouvelles best practices sont d'utiliser au maximum le const. On a une vision maintenant JavaScript, on va dire les évangélistes JavaScript sont sur du pseudo-fonctionnel et disent vaut mieux recréer une nouvelle valeur via const en utilisant du lodash si on veut ou même maintenant, comme je vous le montrerai, certaines fonctionnalités sur les tableaux. On préfère utiliser ça et filtrer un tableau et le mettre tout ça dans une nouvelle valeur plutôt que de modifier le tableau où on était et enlever des valeurs. Donc comme je disais juste avant, le const est différent d'immutable quand même, puisque par exemple, si je fais un const author, et là j'assigne un objet, donc on voit un nom, un langage. Si à l'intérieur, ben là je fais author.langage, le pseudo-compilateur me dira pas de problème. Je ne suis pas
je suis pas au niveau de hauteur, c'est pas un type primitif, tu peux modifier les enfants comme tu veux. Donc c'est pas vraiment pareil pour un tableau. On peut faire initialiser un tableau avec des variables et ajouter ou enlever des valeurs. Enfin, pas les enlever, mais en ajouter en tout cas. Parce que le tableau, lui, enfin, les valeurs qu'il y a dans le tableau sont un sous-niveau en fait. Et donc, ça ne le dérange pas. Donc pour ça, toujours, enfin, comme actuellement en ES5, si on voulait être vraiment friser nos objets à tous les niveaux, utiliser Immutable.js. C'est toujours d'actualité. C'est extrêmement utilisé avec des frameworks tels que React, puisqu'on aime bien, quand on a un état, le figer et ne pas pouvoir le modifier. Donc c'est une librairie qui est extrêmement utilisée. Donc voilà pour le... N'hésitez pas à m'arrêter hein, si vous avez des questions sur les différentes étapes, je pense que ce sera plus simple qu'à la fin. Ouais. Je peux revenir sur la slide juste avant. Ouais. Juste avant x égale var, quelle est la valeur de x? Là, elle reprend la valeur de start. D'accord. Parce qu'il ne connaît... Là, lui, il est vraiment à ce niveau-là, donc elle ne sera pas égale à foo, mais vraiment égale à start. Ouais. Okay. Parce que c'est une autre zone mémoire. Hop, voilà. Ensuite, grosse nouveauté que je vous présente en début, puisqu'on va les utiliser après dans les slides, les fonctions fléchées. Alors on entend souvent dire voilà, que la fonction fléchée, pour ceux qui les utilisent déjà, n'hérite pas, enfin ne rechange pas le 10, n'a pas de 10, machin. Alors c'est pas forcément ça. C'est qu'en fait en JavaScript, quand on crée une fonction, quand on fait fonction avec un nom et parenthèse, enfin argument et on ouvre un nouveau corps, en fait ça définit 4, en fait ça appelle comme si on faisait de l'héritage, ça appelle super de 4 paramètres. Le 10, argument, super, qui est encore rechargé pour lui-même, et new target. Quand on fait une fonction fléchée, en fait, ces fonctions-là ne sont pas appelées, donc elles ne sont pas redéfinies. Du coup, le 10, entre guillemets, n'est pas surchargé par celui de la fonction. Donc, avantage, on peut, par exemple, dans une fonction, la fonction fléchée, elle utilise le 10 qu'elle avait du parent. Donc là, si on est dans une classe, ce sera le 10 de la classe. Si on est dans une fonction standard JavaScript, si on avait fait fonction x, parenthèse, voilà, et là on avait mis notre 10. Le 10 aurait été le 10 de la fonction. Elle peut être écrite de façon différente. Donc on peut, comme je vous l'ai montré un moment tout à l'heure au moment de la couverture, on crée une variable et on y assigne une fonction. Du coup, là, c'est vraiment, si elle n'a pas de paramètres, les recommandations sont juste accolade, enfin, parenthèse ouvrante fermante, la flèche, le corps de la fonction. Si on a un seul paramètre, si on utilise le slint Airbnb, il va nous dire, je ne mets pas d'accolade, en fait, de parenthèse, pardon. C'est des recommandations. Je ne sais pas pourquoi elles sont... Enfin, c'est recommandé de faire comme ça, j'avoue, je ne me suis pas renseigné. Mais c'est les conventions que tout le monde utilise, enfin, que beaucoup de monde utilise en tout cas, dont Google, Airbnb, Mozilla, Facebook aussi. Donc c'est devenu un des standards en JavaScript. Et ensuite, par contre, donc là je vous ai montré deux exemples où il y a juste une ligne dans notre fonction. Ah oui, s'il y a une ligne, et qu'on fait directement ça, on n'a pas besoin de mettre un return si on voulait retourner une valeur dans notre fonction fléchée. Automatiquement, si on met directement ça, ça retourne donc là, ça retournerait en fait l'appel de cette fonction. Si on avait une valeur style une string, ça retournerait la string. Pas besoin de faire la flèche, return le corps. Pareil, par contre, du coup, si on a plusieurs lignes, enfin plusieurs instructions dans notre corps, et qu'on a bien sûr plusieurs paramètres en entrée de notre fonction fléchée, parenthèse, la liste de nos paramètres, la flèche, et là on remet comme une fonction avant, accolade, nos différentes instructions, et là par contre on est obligé de mettre le return. Du coup là on return notre objet h, notre objet qui contient h et to12. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur les fonctions fléchées ?
Après, c'est un cas qui est très utilisé. Il ne faut pas en abuser, parce que, comme je disais, du coup, vu que le 10 passe au travers de la fonction fléchée, ben, on peut se retrouver des fois avec, en pensant utiliser le 10 de notre fonction, et malheureusement, c'est celui du parent. Par exemple, dans Mocha, c'est le plus gros, c'est le plus gros exemple que j'ai rencontré, c'est que Mocha, par exemple, on a quand on fait un test d'intégration, on a des appels REST qui peuvent prendre plus de 2 secondes. Par défaut, Mocha, lui, il a un timeout à 2 secondes. Et on veut que notre test, on fait hit, la description. Souvent, maintenant, on fait souvent fonction fléchée, paf. Et on veut faire, pour Mocha, pour dire mon timeout, je veux le setter à 5 secondes, il faut faire 10 points timeout. Et on met 5000 millisecondes. Si on fait ça en fonction fléchée, il ne va pas connaître 10 points timeout parce que la fonction est définie dans le cœur de la fonction de hit. Et vu qu'on utilise celle du parent, ben, on a perdu cette fonction-là. C'est l'exemple le plus répandu. Donc il faut quand même, la fonction ancienne est toujours utilisée. C'est juste que la fonction fléchée est quand même agréable parce que souvent on faisait quand même, on a souvent rencontré, je pense, les gens qui font de l'Angular 1, le var self égale 10, puis après on fait notre fonction, puis on fait notre self point quelque chose, parce que la fonction par contre là était définie dans le parent. Et là on n'y avait pas accès. Ça nous évite de le faire. Parce que là on voit, ce serait exactement ce cas-là, enfin même ce cas-là, c'est qu'on serait... bon, c'est l'appel d'une promesse que j'expliquerai un peu après, mais on a notre appel qui est, voilà, on aurait par exemple là scope, enfin du coup maintenant on ferait 10 points notre appel, enfin notre fonction, et là cette fonction-là, elle est dans le contrôleur. Mais dans notre sous-fonction, si on avait fait la fonction parenthèse tout 12, on n'aurait pas eu accès à ce 10-là. Il aurait fallu faire en amont, là-dedans, var self égale 10 et l'utiliser. Du coup, voilà principalement pour les fonctions fléchées. Ensuite, très grosse nouveauté, les objets et les classes. Alors, j'ai commencé par les objets. Les littéraux, avant, il fallait faire... On avait, par exemple, là, une fonction fléchée, donc, que j'utilise. Item, job en paramètre. Étonnamment, voilà, j'ai du coup un JSON, ça retourne un JSON. Ah oui, c'est vrai, quand on veut wrapper des objets directement, le return, je ne l'ai pas dit avant, je vous disais qu'il faut pas mettre, on peut pas mettre, enfin, il faut pas, on peut, mais la recommandation ESLint est de ne pas mettre de return. Par contre, un objet seul, si on avait fait ça, pour lui, ça voulait dire que c'était le corps de la fonction. Il faut juste wrapper entre parenthèses. Et comme ça, pour lui, ça veut dire je return ce qu'il y a entre mes parenthèses. C'est une convention qui est très utilisée en React, enfin dans Redux, pardon, pas forcément React, mais tous les gens qui utilisent Redux, Redux pousse à écrire comme ça, donc ça montre bien que quand même c'est des façons d'écrire qui sont très répandues. Mais voilà, donc pour en revenir à mes littéraux, ici j'ai un objet donc, qui me renvoie une constante qui aurait été définie avant, donc un objet avec une clé type, une clé payload, qui à l'intérieur contient, là, comme on peut voir, une clé item qui retourne mon item que j'avais en paramètre, donc il y a le même nom, une clé job qui retourne le paramètre job qui ont donc exactement le même nom. Donc avant, on faisait comme ça, ou bien, par exemple, là, deuxième exemple qui est pas très agréable à faire, qu'on rencontre assez régulièrement, c'est on a une fonction qui prend 2 paramètres, sauf que j'aimerais que ça, en fait, c'est le nom d'une clé dans mon JSON. Je veux que ça devienne le nom d'une clé dans mon JSON. Donc, actuellement, la façon la plus courante de faire, c'est je crée mon objet en lui disant que c'est un objet mais qui est vide. Et j'y assigne via les crochets sur mon objet le nom, donc qui est ma clé, enfin ce qui va être passé en paramètre avec une valeur. Et pareil là, bon là c'est un exemple un peu bidon que j'ai fait, mais pareil le deuxième qui reçoit lui-même. Et du coup après je return mon objet qui est vide. Donc c'est une syntaxe qui est un peu compliquée et pas très agréable. Ben maintenant, les littéraux deviennent beaucoup plus faciles. Donc là, je reprends mon exemple d'avant. J'avais mes 2 paramètres. Ben, toujours ça, vu que là, ils n'ont pas les mêmes noms, je conserve, puisque
Là, edit, c'est une variable qui est initialisée avant. Elle ne s'appelle pas type, donc je garde la même notation. Par contre, dans payload, ben, avant, je faisais item 2.item. Ben, maintenant, je peux directement mettre item. Ça va créer automatiquement un JSON qui a item en clé et la valeur de item en valeur. Pareil pour job, vu qu'elles avaient le même nom. Avant, je faisais job2.job. Je mets directement la variable. Donc, c'est une notation qui est quand même plus lisible, plus facile à lire. Et surtout, dans mon cas où je voulais créer mes objets et que c'était le paramètre qui était la clé, ben, on fait directement le return de notre objet. Et là, toujours la même notation, non, toujours la même notation, mais sans créer mon objet avant, je mets entre crochets mon paramètre. Et ça créera automatiquement une clé qui sera la valeur de mon paramètre. Du coup, pareil, si on le met entre crochets, ben, ça devient la clé, 2 points. Ben, après, j'utilise la valeur de mon paramètre telle qu'elle était. Donc ça, c'est quand même beaucoup plus agréable et lisible de lire ça, puisqu'on a toujours une structure JSON standard. Et sachant que là, je ne l'ai pas fait, mais j'aurais pu l'écrire comme ça, mais et directement mettre crochet, field, il m'aurait fait cette notation-là. Donc ça, voilà, gros ajout. Non, je ne peux pas dire que c'est un gros ajout, mais c'est surtout une qualité d'écriture qui est beaucoup plus lisible et qui est, je ne sais pas si on le trouve ça, par contre, dans d'autres langages. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois qu'Haskell le fait. Mais je préfère laisser des spécialistes me le dire. Et voilà. Ensuite, les classes. Donc là, chose qu'on n'avait pas avant. Avant, si on voulait créer un objet, on faisait soit une fonction, soit un objet JSON à lequel on mettait des clés. Aux clés, on assignait des fonctions. Maintenant, on a le mot-clé classe qui ressemble énormément donc, au Java, puisqu'on a classe, le nom de ma classe. On peut étendre si on le souhaite, ou on peut directement faire ma classe. Bon, donc on peut étendre HTML éléments. Donc là, ça fait de l'héritage simple. Par contre, c'est pas non plus. Je crois pas qu'on. Je veux pas dire de bêtises, mais c'est pas l'héritage aussi puissant qu'en Java. Mais on peut quand même donc hériter d'une classe par an. Alors là, par contre, par rapport au Java, pas besoin de dire abstrait, pas abstrait. Il y a pas. Tout peut être abstrait et non abstrait à la fois. On peut donc avoir aussi un mot-clé qui est constructeur. Donc là, ça reste un constructeur comme on peut le voir dans les autres langages, où après on fera const slot, par exemple, égale new xLotsGrid d'un template qu'on lui passe en paramètre. Voilà. Les fonctions dans ma classe, ben, c'est juste le nom et paramètre ou non. Directement les accolades, pas besoin d'écrire fonction comme on pouvait voir avant. Donc vraiment une notation comme on peut voir dans beaucoup d'autres langages. D'où le fait que maintenant le JavaScript devient très accessible à des gens qui n'en ont jamais fait. Puisque avant, si on voulait étendre HTML Element, il aurait fallu faire un objet pour expliquer ça simplement, il aurait fallu prototyper, il aurait fallu faire HTML element.prototype, les fonctions qu'on veut surcharger ou qu'on veut ajouter, donc des choses assez compliquées. Puis je ne vous parle pas des problèmes de scope et tout, il faut bien les gérer. Maintenant, pas de problème. Petite subtilité, tout ce qui est 10, donc .innerHTML là, en fait, vu qu'on est en HTML element et que c'est une propriété d'HTML element, pas besoin de la redéfinir ou quoi. En fait, là, on surcharge la valeur qu'aurait eu la variable, enfin la propriété de classe innerHTML dans HTML element. Si j'en avais rajouté des nouvelles ici et qui ne sont pas héritées de HTML element, on peut, si on veut, les écrire ici en tant que propriété de classe comme en Java. C'est recommandé. Enfin, c'est recommandé. Alors là, les gens sont partagés en fait. Il n'y a pas encore de règles strictes. Moi, j'aime bien les écrire en amont parce que comme ça, je sais dans ma classe quelles propriétés elles ont. Et surtout, c'est surtout avec la deuxième partie de ma présentation avec TypeScript. C'est obligatoire par contre. Parce que c'est ce qui permet de définir le typage de notre classe. Donc c'est pas obligatoire. Si vous rajoutez 10.hello égale quelque chose, automatiquement, ça la rajoute en
en paramètre de classe. Tac. Après, qu'est-ce qu'apportent aussi les classes? Le mot-clé statique. On peut créer des... Comme là, on voit que c'est une propriété classe qui est statique, donc on lui donne une valeur et elle ne pourra pas être surchargée. Des get D7. Là, par exemple, je renvoie 10.state dans un get. Automatiquement, ça l'ajoute en paramètre de classe, puisque... Par contre, là, c'est la subtilité. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Quand on fait get7, on ne peut pas ajouter 10.state en paramètre. Enfin, on ne peut pas écrire là state égale quelque chose. Il faut obligatoirement passer par le setter ou le getter pour les récupérer. Le super, parce que là, on voit qu'en étant une classe, on peut utiliser super point le nom d'une fonction, d'un paramètre pour récupérer sa valeur ou exécuter la fonction. Et en initialisation, ben, on fait 10.state comme on veut. Donc là, j'ai fait une petite erreur parce que, comme je viens de vous dire, ça ne fonctionne pas par contre. Il faudrait faire completion time. Ah non, c'est pas la même fonction, j'ai rien dit. Du coup, là, c'est bon. Mais si j'avais utilisé 10.state égale value, là, il m'aurait dit non, je ne compile pas. C'est des subtilités qui viennent, qui sont un peu utilisées. C'est pour ça que getter, setter, c'est pas très utilisé. Enfin, c'est pas utilisé quand on veut uniquement retourner une valeur telle quelle, puisqu'on passe directement. On aurait fait 10.state comme là pour la CT ou 10.state pour la récupérer. Par contre, c'est utilisé souvent quand là, on va avoir une transformation. Par exemple, là, voilà, on voit le nom de la fonction, elle n'a rien à voir avec ce que je retourne. Completion time, en fait, par exemple, on aurait eu un new date, on aurait parsé la date, on aurait ajouté je sais pas, X mois, par exemple, dessus. Le getter est pratique parce que du coup, on sait que ça ne peut que retourner et pas modifier notre objet, donc c'est agréable. Et on n'aurait pas fait de set dessus, par contre. Donc j'ai rarement vu de cas d'utilisation, mais je voulais le présenter parce que c'est quand même une des nouveautés avec les classes. Du coup, voilà pour les classes. Après, il y a pas grand-chose d'autre. Si, quand même. Enfin non, je préfère le présenter avec TypeScript puisque avec JavaScript, ça ne doit pas fonctionner encore. Mais voilà, si vous avez des questions sur les objets et classes. Ouais. Par défaut, les attributs sont privés, c'est ça? Alors, JavaScript n'a pas vraiment de... On peut mettre private. Par contre, rien ne t'empêche de l'utiliser ailleurs actuellement. Parce que, en fait, les librairies ne sont pas forcément... Quelque chose que je vais présenter un peu juste après. Les modules ne sont pas forcément encore bien utilisés, n'ont pas de visibilité. En fait, ils ont mis les classes, mais quand on utilise les classes, après qu'on importe via les modules, elles n'ont pas de portée. Du coup, on dit ça c'est privé pour ma classe. Du coup, dans le fichier, si tu rajoutes du code derrière, oui, tu ne pourras pas l'utiliser. Par contre, si tu fais après un import de ta classe, tu peux l'utiliser. TypeScript, par contre, surcharge ça. Pas forcément super bien encore, mais permet de surcharger et d'avoir même plus de visibilité, tels que, alors ils n'ont pas protected, mais ils ont public, private. Ils ont une notion de package, mais ils n'ont pas encore implémenté cette notion de package, donc elle n'est pas encore utilisée. Mais malheureusement, non, c'est pas... J'ai vu des gens qui ont essayé de faire, entre guillemets, des polyfills pour rendre privé vraiment les fonctions, mais... je ne me suis pas trop renseigné encore dessus. C'est pour ça que dans aucune présentation, on voit, les gens que je connais, les gourous ES6, présentent jamais cette fonctionnalité parce que c'est très très flou. Et pour le coup, le get, c'est juste au niveau de la lecture Par contre, voilà, le get peut lui en effet rendre en moitié privé parce que si on a ça, on ne peut pas faire après derrière to-do, si on instancie to-do component, on ne peut pas faire un to-do, notre variable .state. Parce qu'elle n'est pas visible dessus. On est obligé de passer par le getter. Mais elle n'est pas forcément privée par contre. Parce que le getter, lui, par contre, est forcément public. Donc, du coup, c'est assez compliqué de ce côté-là. Si tu veux faire un truc privé, tu peux déclarer la variable en dehors du scope de la classe. Ouais, tu peux là. C'est ça, après il y a toujours, c'est comme pour faire un singleton ou des choses comme ça, on pourrait, elle, la créer en dehors
et il est accédé que dans notre classe. D'accord. Et ne pas faire un export devant, par contre. Ouais, parce que tu fais exporter ta classe, du coup, ta classe n'aura pas accès, en fait, la classe Ouais. n'aura pas accès. Sauf si, bien sûr, derrière ta classe, tu rajoutes encore du code, vu qu'ils sont dans le même fichier JS, ils auront accès. Mais si tu mets que ta classe et ta variable en dehors, oui, elle sera privée pour ta classe, par contre. D'accord. Et du coup, le Ouais. set Ouais. le set state là. Oui. C'est de components ou c'est qui génère automatiquement? Ouais, ça c'est component. En fait, par défaut, si on fait ça, mais ça c'est une fonctionnalité. J'avoue que c'est un exemple, j'aurais pas dû mettre parce que c'est une subtilité React. Parce que C'est une fonction qui est utilisable partout dans React et qui est toujours ajoutée automatiquement par React dans notre classe. C'est vrai que. Set, il n'existe pas dans components par contre. Si, il existe dans Component, mais c'est React en plus qui me l'ajoute automatiquement. Là, normalement, si on voulait le faire, si on n'était pas dans React ou quoi, il aurait fallu faire super.setState. Voilà. Ensuite, une fonctionnalité qui est un peu particulière, qui s'appelle la déstructuration. C'est un peu la façon de faire comme j'ai montré dans les littéraux, mais à l'inverse. On a un objet, là où je crée donc name, qui est ES 2015, avec une deuxième clé qui est date, la date d'aujourd'hui. Enfin, la date du 14 plutôt, pas forcément d'aujourd'hui, mais du 14 juin 2015. Derrière, je veux souhaiter, je ne sais pas pourquoi, enfin pour une raison X ou Y, je veux mettre mes deux clés dans des variables. Chose qu'on aurait fait avant, on aurait fait const name égale obj.name, le truc classique. Ben maintenant, on peut directement, entre accolades, mettre la liste des clés qu'on veut et faire directement égal obj. Et là, on aura deux variables, donc name et date, qui auront égal, donc name aura égal à ES 2015 et date sera égal à new date du 14 juin. Fonctionnalité assez agréable parce que quand on a des objets à rallonge, avant on était obligé de faire var machin égale machin, on devait les aligner les unes derrière les autres. Maintenant en une ligne, on exporte tout dans des variables, comme ça on peut les passer en fonction ou à d'autres choses. Ça fonctionne aussi avec les tableaux. Si on fait const de xy, entre crochets là par contre, vu que c'est un tableau, et qu'on a, on dit que c'est égal au tableau ça, en fait il va exporter chaque variable de notre tableau. Donc là, vu que j'en mets que deux, il va exporter que les deux premières. Mais s'il y en avait eu plus, du coup les autres n'auraient pas été exportés sous variable. Mais là, du coup, je vais avoir deux variables x et y qui sont égales à ES 2015 et y à TypeScript. Donc ça aussi, c'est pas mal parce que quand on veut faire avant, on était obligé soit de faire vérifier qu'il y avait une variable. Alors non, là, il faut toujours vérifier par contre, bêtise ce que je suis en train de dire. Si là, c'est un tableau vide, il va nous dire, enfin, x et y vont être égales à undefined. Donc faire très attention. Donc il faut toujours tester après. Et ça fonctionne aussi avec les sous-ensembles. Alors là, il faut chaîner du coup les accolades quand c'est des objets. Mais par exemple, j'ai un objet qui est disprops, qui contient du coup une clé filter, qui elle-même contient une clé values. Ben là, au lieu de faire const values égale 10.props.filter.values, je fais directement l'arborescence de de props, un objet filter, et à l'intérieur, je veux mon objet values. Donc pareil, je vais extraire juste la clé values. Du coup, je rajoute une accolade à l'intérieur. Du coup, il y aura deux. Non, ça en crée qu'une seule. Ah, ça crée que la dernière. Parce que filters, elle est, en fait, il va prendre la dernière accolade ouvrante qu'il a, et là, il sait que c'est la variable qu'il va extraire. Du coup, là, il va me faire juste une const values égale ça. Là, c'est un exemple simple. Là, dans celui-là, il n'a pas trop d'utilité, mais il faut savoir que souvent, on a virgule, plein d'autres choses. Du coup, ça évite pareil de faire plein de lignes et de faire souvent, c'est quand même très désagréable de faire 10.x.y.z. Machin. Par contre, faire bien attention, c'est que ça ne substitue pas. Là, par exemple, si filter et undefined, si je fais ça, ça plante. Parce que value, il va toujours nous sortir l'erreur habituelle de value of undefined is not function, ou je ne sais plus quoi exactement.
l'erreur qu'on a dû tous rencontrer. Donc il faut bien vérifier là avant que filter existe. C'est pour ça que souvent on va extraire filter en premier et vérifier que filter existe et ensuite on extrait le contenu de filter, enfin ce qu'on veut dans filter. Ensuite, une fonctionnalité aussi qui provient, moi je sais que je l'ai rencontré en Scala, c'est le default. Le default, c'est, là par exemple, j'ai une fonction qui prend deux paramètres, enfin je lui dis qu'elle peut prendre deux paramètres. Par contre, je dis qu'au deuxième paramètre, s'il y a rien, enfin, si la valeur est undefined en entrée, je lui mets la valeur 12. Du coup, là, je fais return de x plus y. Du coup, si je fais f de 1, 2, ça va me retourner 3. Par contre, si je fais juste f de 3, ça va me retourner 15. Puisque par défaut, y est undefined, du coup, il va prendre la valeur par défaut qu'on lui a citée, qui est 12. Du coup, 12 plus 3, 15. Donc très agréable quand on sait qu'on peut, enfin qu'on a une valeur par défaut dans notre fonction et qu'on ne veut pas s'embêter à vérifier que if y equal is undefined, on met equal nul ou undefined, on met la valeur par défaut, là on peut directement le mettre en paramètre. Du coup c'est quand même très très agréable. Beaucoup de langages le font déjà, donc c'était quand même pas mal que JavaScript s'y mette. Une autre nouveauté qui est le for off. Fini les for each, les for je sais plus quoi in, où il faut faire plein de trucs et vérifier que nos propriétaires, enfin notre objet has property off pour être sûr qu'on n'a pas deux fois les mêmes clés, enfin qu'il ne boucle pas sur deux fois les mêmes clés de notre tableau, de notre objet, que l'objet n'est pas nul ou quoi. Directement for var ou là. Alors là, normalement, il faut mettre un let. Je pensais l'avoir corrigé, mais je ne l'ai pas fait. N of notre tableau. Et voilà, on fait notre... après, ça reste un for classique. Du coup, là, comme je disais, c'est l'exemple qu'il y a sur Babel. Donc, il y a énormément d'exemples sur toutes les fonctionnalités JavaScript. Du coup, là, je me suis inspiré de la leur, parce que vraiment, il n'y a pas forcément besoin d'expliquer ce code. C'est vraiment la nouvelle, c'est for et le off. Le reste, ça ne change pas. Toujours avec un scope à soi et tout. Fonctionnalité qui n'est pas très répandue, c'est le reste. Chose qu'on trouve aussi en ce cas-là. Le reste, en fait, c'est j'ai une fonction. On peut y passer un ou n paramètres. Du coup, là, par exemple, sur la fonction somme, j'ai un résultat pour tous les éléments que j'ai dans mon tableau de paramètres. En fait, du coup, ça va être un tableau de paramètres, s'il y en a plusieurs. Dans mon tableau de paramètres, j'additionne et je retourne ce résultat. Du coup, si je fais log de somme 1, ce sera juste un seul paramètre. Il va me retourner, là, ça va boucler sur un seul truc. Ça me renvoie 1. Si, par exemple, je fais somme de 1,2, 3, 4, 5, donc 5 paramètres, là, ça va boucler 5 fois et ça va m'en tourner 15. Chose très agréable parce que comme ce genre de fonction, on se retrouve avec, on ne sait pas combien on va avoir de paramètres en entrée, on veut que ce soit récursif souvent. Du coup, on peut passer n paramètres et après boucler dessus et c'est très agréable puisque avant c'était quand même assez compliqué à faire ce genre de code. Et on a la fonctionnalité inverse qui est le spread. Qui là, par contre, on a un certain nombre de paramètres. Des fois, on les reçoit sous format tableau ou de choses comme ça. On peut appeler la fonction avec les trois petits points, notre liste de paramètres. Et ça va appliquer automatiquement les paramètres qu'il y a donc, par ordre. Du coup, le premier élément, il va être dans le premier, le deuxième dans le deuxième, le troisième dans le troisième. Et ça va renvoyer donc le résultat. S'il y en a plus de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, les autres sont ignorés. Donc si on avait mis 1,4, ça aurait renvoyé quand même 6 puisqu'on n'a que 3 paramètres. Après, chose qui est pas mal, on peut chaîner le spread. J'ai oublié les 3 petits points dans mon exemple. On peut chaîner le spread et un appel conventionnel. C'est-à-dire là, il faut imaginer les 3 petits points.
les deux premiers paramètres et le troisième que je lui passe tel quel. Et comme ça, on peut lui aussi lui passer. Hop. Donc là-dessus, voilà, ça c'est des choses qu'on voit dans pas mal d'autres langages. Souvent les langages fonctionnels comme Scala, comme je disais. Parce que ça sert énormément à la récursivité. Donc on a grand espoir que JavaScript supporte de mieux en mieux la récursivité, surtout en mémoire. Autre nouveauté, le template string. Actuellement, les strings en JavaScript, c'est quote ou double quote, même si tout le monde recommande les simple quotes. Et notre chaîne de caractères. Maintenant, backquote. C'est devenu, je pense, l'une des nouvelles références pour les strings. Donc là, ça ne change pas par rapport à une string standard. On aurait pu mettre en simple quote. Donc là, c'est pareil. Par contre, voilà, celui-ci, là, on aurait une grosse erreur en ES5. Parce que retour à la ligne, moi je connais pas, enfin, le simple quote connaît pas. En ES6 ou ES 2015 du moins, c'est légal. Par contre, ça rajoute là c'est comme si on avait en ES5 un plus, enfin un anti/n et plus. Donc il y a bien le retour à la ligne qui est pris en compte. Si vous on peut avoir des fois des mauvaises surprises en faisant pas attention, on fait entrer, ça met à la ligne, ça compile toujours, et derrière on comprend pas pourquoi notre texte il a un retour à la ligne. Donc c'est faisable, donc c'est agréable par contre pour faire quand on veut forcer des retours à la ligne parce qu'on n'a plus besoin de rajouter d'anti/n. Mais la grosse utilisation c'est, on imagine deux variables, name, time, et un message. On peut injecter des paramètres dans notre string. Avant il fallait soit faire des strings utiles, soit faire des plus, la variable. Maintenant c'est directement via le dollar moustache, enfin, par accolade. Et le nom de notre variable, on ferme, c'est reconnu, ça injecte tout seul. C'est magique, mais attention, parce que c'est en train de devenir le nouveau eval de ES5, et on peut faire de l'injection JavaScript dans nos pages. Donc on peut faire du XSS, enfin du cross scripting. Donc faire très attention à ça. C'est vérifier, enfin il faut sanitiser bien notre code pour être sûr que c'est pas du code, enfin que l'utilisateur va pas mettre du code JavaScript et derrière faire peut-être je ne sais quelle instruction. Et on peut via le double quote échapper via le string group plutôt, et double quote pour pas qu'il soit, enfin pour le montrer, échapper de l'anti/n. Là par exemple, si on fait un console log de Unscape, on aura tout sur une ligne. Le anti/n n'est pas interprété. Ensuite, les littéraux étendus. Alors ça, c'est deux catégories, l'Unicode et le binaire. Enfin, binaire et octal, et je ne crois pas qu'ils ont encore interprété de tout le reste. Mais en gros, c'est maintenant l'Unicode est utilisable dans ES5. Actuellement, si on veut l'utiliser, il faut utiliser ES5.1 qui n'est pas encore, il y a très peu d'implémentation, personne ne l'a implémenté. ES6, par contre, les navigateurs l'implémentent. Donc on peut utiliser des caractères Unicode, c'est pratique pour maintenant les pages qu'on va exporter à l'international. L'octal, le binaire et l'octal, donc petit b, O, petit b, et O, 0, pardon, pas O, 0, petit o, et là maintenant on peut interpréter, on a l'équivalent en décimale. Donc avant il fallait faire attention parce qu'on se retrouvait des fois à mettre des zéros, des lettres et des choses, et on avait un résultat alors qu'on pensait ne pas en avoir. Et on n'avait pas forcément les résultats attendus. La grosse nouveauté aussi que j'ai présentée donc déjà à la première soirée du mois du JS, les imports-exports. L'export défaut, donc ça c'est ce qu'on va utiliser maintenant pour importer nos fichiers, notre code JavaScript dans d'autres modules, des composants, des choses comme ça. Un export default, donc là si on exporte ce fichier, et qu'on veut l'importer sans dire qu'est-ce qu'on importe, ça va importer cette fonction
par défaut. L'export simple, donc là ça veut dire qu'on va exporter une fonction, mais il faudra lui dire forcément que c'est cette fonction qu'on veut importer après. On peut exporter directement des variables, comme là un export de const variable. On peut exporter en nommant, export, accolade, du coup ma fonction as le nom qu'on souhaite y donner. Ou du coup si là j'avais pas eu mon export, on aurait pu après faire virgule ma variable de là ou une autre fonction. Alors par contre il ne faut pas mettre là l'export. Et du coup on peut exporter à la chaîne. Quand on utilise, donc je vais le montrer plutôt là, les imports, on peut pareil, comme les exports, importer par défaut, si on met rien, ça importe ce qu'on a exporté par défaut dans notre module, from, soit le nom du module, soit le fichier. Donc toujours quand on est un fichier, il faut, quand c'est du code qu'on a écrit, il faut mettre le référencer via le point slash ou point slash et mettre le chemin relatif. Comme j'ai montré, donc j'avais exporté par défaut pas de left, on l'importe par défaut. On peut, donc là c'est pas optimisé, mais on peut mettre sur une deuxième ligne, importer du même fichier, donc via les moustaches, la fonction que j'avais exportée unitairement. Et après, si on veut, si on a plein d'exports, comme j'ai montré juste avant, plein d'exports comme ça ou de fonctions, on peut tout importer d'un coup et les mettre sous un seul objet en faisant le étoile as. Ça, c'est très utilisé actuellement parce que tous les modules tiers qu'on utilise ne sont pas forcément codés en ES6. Donc on ne peut pas importer ce qu'on veut, donc on est obligé de tout importer et mettre comme ça. On peut chaîner, comme j'ai montré, je fais là, l'export default et les exports nommés. Donc c'est plutôt agréable. Et après, si on veut utiliser, donc là par exemple, pas de left, je l'ai importé, je peux l'utiliser directement. Il n'y a rien d'autre à faire, c'est très très simple. Syntaxe très lisible et agréable. Donc c'est vraiment quelque chose. Maintenant, c'est l'import qui est recommandé pour Node et pour tout ce qui est web. C'est vraiment pour tout. L'asynchronisme. Enfin, les promesses nativement dans JavaScript. Donc les promesses A+. Je pense que tout le monde a dû déjà être confronté aux promesses, que ce soit avec Angular 1 et Q$, qui étaient les premières, et toutes les choses. Donc, le nom, le den, une fonction en paramètres. On peut les chaîner. Donc, l'avantage, garantie d'appel unique et exclusif, chose qu'on n'avait pas avec les callbacks avant. Les callbacks, on pouvait se retrouver avec plein d'appels en boucle. On l'a souvent avec Mocha. Mocha qui est un très bon exemple du coup pour plein de choses. Quand on oublie le done, il nous dit appel de callback en boucle, il nous met un message d'erreur qu'on a régulièrement. Et il nous dit vous avez oublié d'appeler le done. Donc si là maintenant, ça on n'a plus le problème. On sait que c'est unique et exclusif. La capture des exceptions et erreurs via le catch. La composabilité, donc on peut chaîner les den, chaîner plein de fonctions que nous apportent les promesses. Donc là, je vous laisse aller voir toutes les fonctions qu'il y a, parce qu'il y en a tellement que ça pourrait ça pourrait être tout un slot dessus, des présentations. Mais voilà, grosse nouveauté, qui est très agréable, puisque c'était quelque chose qu'on utilisait un peu partout. Autre nouveauté de l'asynchronisme, alors là, je présente pas la version qu'il y a dans ES 2015 qui s'appelle les générateurs, parce que c'est, je crois qu'on a vu un exemple vite fait dans le code de Harry tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez remarqué à un moment une fonction, il y avait une étoile juste après, et à l'intérieur du code, il y avait un yield quelque chose. Donc quand on voit direct, on ne comprend pas du tout ce que ça veut dire. L'async-await qui arrivera avec ES 2017, qui est très agréable. Donc on me dit que notre fonction est asynchrone. Si on veut gérer nos erreurs, un simple try catch. Et là, c'est exactement le même code que précédemment, sauf que là, je mets dans une variable. J'attends que, ça c'est une promise. Du coup, c'est compatible avec les promises, chose qui est plutôt agréable. J'attends que ça se soit résolu. Ici, pareil, une fois que j'ai ma variable, le transform slot, c'est qui retourne aussi une promise, vu que je lui dis await, et tu me mets tout le résultat là-dedans. Et une fois que tout ça est résolu, là, ça c'est synchrone par contre, donc j'ai pas besoin d'attendre.
tu m'exécutes ce code-là. Du coup, c'est une façon qui est très agréable parce que on comprend très vite asynchrone, await, c'est mieux que yield quand même, on comprend un peu mieux. Et tout ce qui est asynchrone, on await, et le reste, tout ce qui est synchrone, pas besoin. Gros avantage. Alors, comme je disais, ça ne remplace pas les promesses parce qu'à part faire ça, ça ne fait pas grand-chose d'autre. Donc c'est vraiment pour les appels simples d'une promesse. Ça ne remplace pas le promise.all, les spreads, toutes les choses comme ça. Il y a plein de fonctions quand même avec les promesses qui sont très utiles. Ça en ajoute juste en clarté, enfin en complément et en clarté. Et par contre, il y a un gros avantage, c'est que c'est du code asynchrone. Là, on l'écrit en synchrone, mais ce n'est pas bloquant. Donc c'est quand même un gros avantage. Par contre, ouais, donc c'est aussi le futur, donc c'est quand même agréable à utiliser. Parce que ça, donc c'est en stage 3, comme je disais, de ES 2017. Donc c'est prêt pour la ratification de juin, de cette année, normalement. Oui, non, c'est tout. Ensuite, petite présentation donc, de TypeScript, parce que, comme je vois là, j'espère que je ne vais pas trop vous surcharger, mais j'avais un grand souhait quand même de présenter TypeScript, parce que ES 2015, c'est bien, parce que ça apporte quand même beaucoup de nouveautés dans JavaScript. C'est agréable à utiliser, personnellement, depuis que j'utilise ES 2015, j'apprécie de plus en plus de coder en JavaScript, même si ça fait 6 ans que j'en fais. Mais TypeScript, c'est encore mieux. Donc pour aller vite, c'est fait par Microsoft depuis 2012. Ça a été développé par un monstre des langages qui a créé Delphi, Turbo Pascal et C#. C'est open source, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et c'est un surensemble de ES 2015-2016. Donc c'est quand même très très sympa. Puisque du coup, tout ce que je vous ai présenté, vous l'avez automatiquement avec TypeScript. Et derrière, ça transpile en JavaScript. Parce que bien sûr, les navigateurs, eux, ne comprennent pas TypeScript. Donc il faut quand même transpiler en JavaScript. Du coup, une courte présentation sur les types. Comme on peut voir, ça ressemble énormément à ce que je vous ai montré juste avant. Mais pour ceux qui ont fait du Scala, ça y ressemble beaucoup. On met notre variable, le type. Par défaut, il y a string, number, array, où on peut typer donc nos tableaux maintenant. Chose qui est quand même très très agréable. Là, par exemple, si avant JavaScript, on aurait pu s'amuser à faire d'autres choses, mettre des objets. Là, par contre, si vous écrivez un objet à l'intérieur, ça plante. Enfin, le transpiler à l'avant vous le dit, le compilateur plutôt, vous le dit, c'est pas typé comme il faut, donc non. Pareil, vous me dites que là, votre variable c'est une string. Après, vous voulez mettre un number, vous allez avoir error, number is not a string. Chose qui est quand même très agréable. Donc maintenant, on peut typer notre JavaScript. Enfin, j'aime bien dire on peut typer notre JavaScript parce que pour moi, on écrit toujours du JavaScript. C'est juste qu'on a rajouté une petite fonctionnalité en plus. Les classes qu'on a vues précédemment, ça devient des types. Donc là, moi, je fais class lot. Du coup, là, obligé par contre d'écrire nos paramètres de classe en les typant. Enfin, alors par défaut, c'est comme Scala. Hein. Si on ne met pas de type, il prend le type qu'on appelle typage graduel qui est any. Donc ça veut dire que lui, par contre, vous pouvez lui mettre tout et n'importe quoi. Donc c'est pour ça que TypeScript, enfin les gens qui écrivent TypeScript recommandent, si notre projet existe déjà, d'utiliser any pour au fur et à mesure passer en TypeScript. Par contre, si c'est un nouveau projet, any, il faut le bannir. Je ne le présente pas, mais il y a l'équivalent de ESLint qui s'appelle TSLint. Par défaut, si vous mettez du any, il vous engueule de suite. Et donc, constructor, nos paramètres, pareil, là, on peut typer en paramètres, donc maintenant, du coup, nos fonctions sont très lisibles. 10.title, title. Là, par exemple, on aurait eu number, on aurait voulu faire ça, on se serait fait éjecter de suite. Et ensuite, const, notre paramètre, 2 points de notre type de notre classe. Du coup, maintenant, nos classes deviennent des paramètres et on instancie comme on veut. Donc, si on a les bons types, ça passe. Sinon, ça passe pas. Donc là, pour répondre à ta question de tout à l'heure, là, on peut mettre private, statique, toujours,
Final n'existe pas par contre. Mais on peut donner un scope qui a une meilleure visibilité parce que le compilateur, en fait, si tu utilises la variable que tu as mis private ailleurs, va te le dire à la compilation. Donc ça, c'est pas mal par contre. Les enums, chose qu'on n'a pas en ES, en JavaScript directement, c'est pareil qu'en Java, enum, enfin en Java de mon époque, donc c'était en Java 6, le nom, accolade et directement les noms. Donc ça c'est reconnu comme des objets, donc après on peut faire week.monday et si on fait par exemple différent de week.friday avec en plus un différent strict, il va nous dire oui c'est vrai. Par contre derrière, étant donné que c'est compilé en binaire, enfin le 0 lui il le comprend, donc le premier il va le prendre, après ce sera 0, 1 et tout. Voilà pour les enums. Les interfaces, gros ajout qui est très agréable parce que du coup, ben là je crée une interface Canid, donc pour bien sûr l'exemple le plus bateau, je pense qu'on a dû tous rencontrer pour l'héritage et l'implémentation, c'est les animaux. Du coup, mon chien qui étend la classe animale et qui implémente Canidé, ben, du coup je suis obligé, enfin je lui dis, je suis obligé de réenseigner ça. Du coup là c'est une variable, donc pas de problème, je lui mets. Par contre string, il faut que je l'implémente, sinon il m'engueule. Il me le dit, enfin le compilateur là, si on met pas ça, il nous dit ça manque. J'ai utilisé les IDE, style IntelliJ, c'est magnifique parce que là, dès que vous écrivez votre code, il va dire ah t'as mis que tu as implémenté, mais t'as pas implémenté tout ce que tu étends de Canid, donc il faut le faire. Et du coup là, on implémente et on retourne bien le bon type toujours, sinon on se fait pareil éjecter. Très agréable pour maintenant nos JSON, enfin. Quand on utilise des objets, style avec Mongo ou quoi, si on les fait via interface, on peut dire aussi via... enfin, on est forcé d'utiliser derrière nos objets tels qu'ils ont été nommés dans notre interface. Les JSON, maintenant, l'autocomplétion fonctionne très bien. Si on dit que notre objet il est de type Canid, et que du coup, si on fait par exemple après chien de point Canid, et qu'on fait après chien point, je sais pas, color, et là il va nous dire non, je connais pas color dans Canid. Donc ça c'est très très agréable par contre. Hop, un autre exemple, non, pourquoi il est revenu? Hop, voilà. Du coup, comme je disais, c'est le typage graduel, le any. On peut l'utiliser. Du coup, si je fais let any égale inString, je peux faire any égale 1. Pas recommandé par contre. C'est pour ça que c'est vraiment utilisé pour passer à TypeScript, mais pas forcément pour après. Il faut vraiment essayer de le bannir. Parce que par exemple, on peut avoir des effets de bord tels que là, mon husky, je lui dis que c'est un... Voilà, il s'appelle Toto. Derrière, j'ai un autre chien qui s'appelle Titi. Maintenant, vu que les deux... ça, si on fait un petit peu bien, là, le compilateur me dit erreur. Par contre, si je fais, j'ai un chien Joker qui est de type, qui est égal à Husky, mais lui je l'ai mis en any, vu que lui, on s'en fout de son type, derrière je peux faire que Pug, alors que lui je l'ai bien typé, il est égal à Joker, oui, parce que lui il est égal à any, et on peut typer n'importe quoi vers du any vers n'importe quoi, il accepte. Donc on a des effets de bord qui peuvent être très dévastateurs. Du coup, pour terminer, TypeScript. Les soucis, bon, il y en a quand même. La transpilation, pour l'instant, comme je dis, ça n'est pas un, parce qu'on est quand même obligé de transpiler pour que ce soit compatible avec tous les navigateurs. Donc, qu'on soit en ES 2015 ou en TypeScript, on sera obligé de le faire. TypeScript est un peu plus long quand même, parce que sur des gros projets, maintenant avec Webpack c'est mieux, parce qu'il va transpiler que le code qu'on a, que la petite partie qu'on a modifiée et la réinjecter dedans. Mais si vous le faites avec Gulp, vous pouvez monter à des temps de plus de 10 secondes de compilation, qui sont, c'est vraiment un projet front inadmissible, on va dire. Du coup, voilà, c'est ce que j'étais en train de dire, la vitesse de compilation sur les gros projets. Un truc que je n'ai pas parlé, c'est les fichiers de définition. On est obligé, si on importe un module, et qu'on veut connaître toutes les fonctions qu'il y a, par exemple, dans Lodash, importer un fichier de définition via un package manager qui s'appelle Typings.
Donc il faut rajouter un package manager, importer tous les fichiers de définition pour connaître la liste des fonctions ou des attributs qu'il y a dans un module tierce, chose qui peut être un peu désagréable. Une fois que par exemple avec Angular 2, maintenant on n'a plus le problème parce que Angular 2 est fait en TypeScript. Du coup, vous importez Angular 2, il est en TypeScript, c'est bon. On n'a pas besoin de les importer. Mais pour tous les autres si on va importer un module JavaScript en TypeScript, obligé de passer par là. Après, l'avantage c'est que c'est utilisable avec du JavaScript. Donc on peut mélanger les deux, avoir la moitié de notre projet en JavaScript, la moitié en TypeScript, pas de problème. Une auto-complétion dans les IDE qui est exceptionnelle. On a l'impression de faire du Java avec du JavaScript, donc c'est quand même très très... Moi maintenant, quand je crée une nouvelle classe, si je l'étends ou quoi, tous les objets, il connaît tout. J'utilise par exemple une fonction qui a 2 paramètres en entrée. En JavaScript, on peut l'appeler avec un seul paramètre. Là, en TypeScript, on va nous dire non, ta fonction est faite pour être utilisée avec 2 paramètres. Parce qu'à l'intérieur, tu vas utiliser ce paramètre. Il va nous gueuler à la compilation. Pas mal de choses. Et bien sûr, ES 2016. Donc c'est quand même toutes les choses d'actualité. Donc c'est plutôt agréable à utiliser. Et une dernière chose, le refactoring, du coup, qui est beaucoup plus simple qu'en JavaScript. Parce que comme je disais, il connaît les fonctions, il connaît les définitions des fonctions, vu qu'on les a écrites. En TypeScript, il sait où est-ce qu'elles sont utilisées partout dans le code beaucoup plus facilement. Enfin, l'IDE le sait plus facilement, donc quand on veut modifier, c'est très très facile. Et simple à apprendre parce que ça reste du JavaScript. Voilà.